Des grands gardiens, et puis peut-être celui que l'on va appeler l'homme du match, le grand Laurent Blanc, par la taille et par le talent, parce que hier Laurent nous a fait un grand match, et puis le leader psychologique de cette équipe, celui qui l'entraîne quand ça va mal, qui amène un petit peu sa force morale, sa force de basque, c'est Didier Deschamps. Alors Gérard, hier c'était, d'abord je pense qu'on peut les applaudir. Alors Gérard, on a... Dans la présentation de ce match, dans la préparation de ce match, on avait surtout parlé de l'équipe de France. On avait peut-être oublié qu'hier, l'Autriche jouait à qui tout double sa qualification pour la Coupe du Monde, ce qui a donné un match sans doute plus difficile que prévu. On a probablement sous-estimé l'adversaire, mais ce qui est important, c'est que les joueurs n'aient pas sous-estimé, parce qu'on jouait à l'extérieur, devant 40 000 personnes. Comme vous le dites, l'Autriche jouait sa qualification. Et on savait qu'ils allaient nous livrer d'abord un combat. C'est-à-dire qu'on savait que physiquement, il fallait être prêt, ne pas reculer, et qu'après, on pourrait jouer. L'essentiel, c'était surtout que nous soyons bien calés et qu'on ne s'occupe pas de ce qu'on pensait de l'adversaire. Pour cette émission, nous avons choisi des morceaux choisis, justement, qui correspondent parfaitement à des rencontres décisives de Coupe du Monde. 1978, France-Bulgarie, vous vous souvenez, c'était au Parc, avec un but notamment de Rocheteau. France-Pays-Bas 82, c'est toujours au Parc, c'est le coup franc marqué en 2 temps par Michel Platini, coup franc accordé par M. Garrido, l'arbitre portugais. Et France-Yougoslavie, encore du Platini qui avait marqué, je crois, 2 fois, c'était en 1986. À vous de choisir. 36-15 code TF1, 36, 75, 65, 75, 76. Alors hier au soir, après le match, dans les couloirs du Prater, on savourait le succès et 2 entraîneurs, un ex-sélectionneur, Michel Platini et Arsène Wenger, disaient tous les deux, on a du mal à analyser le match, à savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, eh bien, les meilleures opinions, ce sont celles des téléspectateurs. On va voir ce qu'ils pensaient juste après le match dans les rues de la capitale. Alors, vous avez vu le match ce soir, quel est l'adjectif qui qualifie pour vous le mieux ce match? Ah bah, formidable. Pas surprenant. Ouais. Fair play. Ouais, difficile. Époustouflant. Je trouvais que c'était long. Dur, match très dur. Super. Non, match super. Vraiment, moi je me suis régalé. Quel a été le meilleur joueur du match? Je dirais Jean-Pierre Papin. Oh, Papin. Papin. Non, Le Guen, moi je pense que c'était Le Guen. Deschamps. Serge Lama, il est bon. Laurent Blanc. Et le moins bon? Sauzé, mais il est fatigué en ce moment. Bah, peut-être Sauzé. Xavier Gravelaine, pas bon. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire à l'équipe de France? L'amitié. Un peu plus d'unité. De s'améliorer, surtout en attaque, quoi. Et que Cantona revienne. Et aller aux États-Unis et puis gagner les Coupes du Monde, quoi, ce qu'on attend depuis un moment. Alors Gérard, micro-trottoir très instructif comme d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce panel de réaction des téléspectateurs? Ceux qui disent que c'est formidable, c'est vrai, ils ont raison, c'est formidable. Parce que quand on joue à l'extérieur, gagner 1-0, c'est toujours formidable. Et on a d'autant plus plaisir à l'apprécier que ça a été difficile. Alors on va voir ce qui s'est passé hier, notamment au cours de la première période. D'abord, au cours de la première période, nous allons entrer dans le vif du sujet. D'abord avec un petit calage, un petit sujet de notre ami Vincent Hardy. De gauche à droite, Fabrice Santoro, Henri Lecomte et Jean-Pierre Papin sur les bords du Danube. Original, non, pure coïncidence en fait. Le hasard et le sort en ont voulu ainsi. Footballeur et tennisman affrontent l'Autriche au même moment. Cohabitation donc pour le plus grand plaisir de tous. Nous on est tout seul sur le terrain, on gère notre problème, eux ils sont 11. Donc c'est pas évident. Et je crois on gère aussi. Hein. Oui, tu gères aussi. Ouais, mais c'est pas facile non plus. Jean-Pierre Henri. Petit concours de pronostics. 2-0 à un but de Jean-Pierre. Jean-Pierre, pronostic pour France-Autriche ou en Coupe Davis? Je dirais 3-2 pour la France. Ça veut dire que tu veux pas qu'ils viennent vous voir samedi? Non, 3-0, ils viennent nous voir et puis comme ça après Entre Jean Courtois et qui s'apprécie, on se rend visite. Vendredi, les footballeurs encourageaient les tennisman. Hier, après leur succès assuré, Forger, Lecomte et compagnie rendent la politesse. Amusant, les 2 stades sont à 2 pas l'un de l'autre.
Visage tendu pour Jean-Pierre Papin au moment de la Marseillaise. Marseillaise version Lecomte. Et un match qui va débuter d'une manière assez tendue avec pas mal d'engagement et une mise en place des Français. Les meilleures occasions, notamment sur cette talonnade de Sauzé et ce tir de Paul Le Guen à côté du poteau de Wolfhard. À nouveau un coup franc. Jocelyn Angloma dispute ce ballon. Didier Deschamps. Bonne frappe Didier, mais pas trop de problème pour Wolfhard. Aucun problème. Wolfhard qui prolonge ce ballon en corner. Didier, à ce moment-là, il y a des réactions. Et ici, Bernard Lama, le coup franc. Alors d'abord, on va voir vous placer votre mur. Et puis, il y a peut-être une petite hésitation sur le ralenti. Vous partez sur votre gauche. Hein. Oui, disons que j'ai cherché à fermer l'angle en avançant un peu et en me recentrant. Quoi. Une frappe fantastique donc de Paul Ster qui a été la première grande occasion. Si même ici, Didier, vous avez failli exploiter un tir repoussé. Et puis l'équipe de France va plus ou moins s'installer dans le camp autrichien avec cette frappe de Franck Sauzé. Et juste au milieu de cette première période vont commencer quelques petits problèmes et pas mal d'accrochages. Didier ici avec Jocelyn Angloma, vous avez souvent occupé le flanc droit. Oui, mais je crois que la répartition au milieu de terrain était avec Paul Le Guen dans l'axe, Bichanté Lizarazu sur la gauche, Franck Sauzé dans une position un peu plus avancée, et puis moi qui m'occupais un peu du couloir et surtout de la zone de Herzog avec Jocelyn Angloma. Là, aucune des deux équipes, bien sûr, n'a pris l'avantage et ça va un tout petit peu dégénérer. Il va y avoir un nombre incalculable de fautes. Je dirais que dans ce secteur-là, les Autrichiens avaient pris l'avantage en début de rencontre. Et puis, tout doucement, on va les rattraper avec une faute de Bichanté Lizarazu. Ici, une faute de Gravelaine. Et puis là, des propos introvertis de Gérard Houllier. Accrochage entre Anton Polster et Alain Roche. C'était vraiment tendu, on le sentait aussi sur le banc, Gérard. Oui, on s'attendait à ça. On savait que les Autrichiens pensaient probablement qu'en engageant le combat physique, ils allaient nous faire reculer. Et nous, on s'attendait à cela. Et non seulement on s'attendait non seulement à ne pas reculer, mais surtout à s'engager au moins autant qu'eux. La seule chose, c'est qu'on a eu un petit peu d'énervement et on a eu 2-3 cartons stupides, quoi. Et le dernier choc, eh bien, c'est à la suite de ce corner, Wolfhard est percuté par Alain Roche. Il va rester un moment étendu sur le sol. Et on écoute Jean-Pierre Papin, impression sur cette première mi-temps. Très vite, on s'est aperçu que les Autrichiens étaient fatigués. Alors on a continué à jouer au ballon et c'est passé une fois et ça suffit. Mais vous avez été surpris toujours en première période de la résistance autrichienne? Vous savez, on joue un match à l'extérieur devant 40 000 personnes, c'est toujours difficile, ils sont chez eux et je crois qu'ils avaient tout à gagner en attaquant. Bon, ils l'ont pas fait ou mal fait et je crois que nous on a profité de leurs erreurs pour les contrer. Alors Gérard, on vous a vu, c'était exactement à 7 minutes du repos, vous parlez. Est-ce que vous êtes en train de répéter ce que vous allez dire aux joueurs au repos? Non, c'est parce que quelquefois je commente un petit peu le match sur le plan technique dans ma tête et peut-être que les lèvres m'accompagnent. Je crois qu'en première mi-temps, le gros problème, c'était surtout qu'on manquait un peu de soutien aux deux attaquants, mais comme l'a expliqué Jean-Pierre, ils nous poussaient et ils nous forçaient à défendre plus bas. Donc c'est ce que vous leur avez dit pendant le repos? Deux choses. On a dit surtout maintenant qu'on a bien résisté, parce qu'on avait bien quadrillé le match. On savait qu'il y aurait d'abord un premier match, un combat auquel il faudrait résister, puis ensuite, avec notre technicité, de mieux développer notre jeu, de mieux sortir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en deuxième mi-temps. Nous vous l'avons dit hier soir, vous aviez la possibilité de poser des questions à nos invités. Vous l'avez fait. La première question est posée à Gérard Houllier. Elle est posée par une Brestoise. Elle s'appelle Françoise. Alors Françoise Marvin à Brest.
C'est une question pour Monsieur Houillet. La France n'ayant plus de véritable numéro 10 en l'absence de Platini, ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable de faire débuter le match à un véritable numéro 10, Corentin Martins? Par exemple, Corentin Martins, évidemment, qui a débuté à Brest, bien sûr, pour notre jeune auditrice. Chaque chose en son temps. Le haut niveau exige expérience. Corentin a d'énormes qualités. La preuve, c'est qu'il est dans le groupe et il a connu sa première sélection au cours de ce match. Il faut y aller par petites touches. Ce que je sais simplement, c'est que personne, disons, n'a la teneur du jeu, c'est vrai. Mais personne non plus n'a la qualité qu'avait Michel Platini. Et je préfère que tout le monde soit un petit peu dépositaire du jeu, chacun dans son secteur. Bernard, pour un gardien de but, c'est un peu une mi-temps pourrie. Ça n'a pas grand-chose à faire. Un tir sur le poteau, quand on rentre au vestiaire, dans quel état d'esprit on est? Je crois que pour ce genre de match, on est très concentré, même si on n'a pas beaucoup de travail. Comme il faisait froid en plus hier, je me suis réchauffé un peu tout seul, quoi. Mais bon, pas de problème. Après cette première partie de Téléfoot, on va laisser passer une page de pub, mais bien évidemment, vous restez avec nous, car on revient ici pour la suite de Téléfoot, c'est dans quelques instants. Dis donc, Gus. Oui. J'aimerais que ce voyage ne se termine jamais. Tu n'as pas trop chaud, ma chérie? Non, mon amour, on est bien. Oui, papa, on est bien dans ta voiture. C'est une Toyota, les enfants. La nouvelle Carina E. Dis donc, Gus. Hein? À quoi tu penses? Tu peux pas comprendre. Les enfants, où sont-ils? On va les avoir. Ouais. Maman, écoute, tu pourrais frapper avant d'entrer. Star Wars, le jeu qui vous fera revivre la guerre des étoiles. Star Wars sur Game Boy, c'est top. Il fait toujours plus beau en Uniroyal. Uniroyal, le pneu pluie. Madame, je tenais à vous présenter mes sincères condoléances. Son nom est Bond, James Bond. Il doit sauver la planète et il n'a pas que des amis. Vous aimez la sauvagerie, monsieur Bond. Ce que j'ai fait ce soir, je l'ai fait pour la reine et pour mon pays. On doit la battre. Alors je le tuerai. Opération Tonnerre, une mission dangereuse, pleine de femmes vénéneuses. Des centaines de milliers de gens vont mourir si tu ne m'aides pas. Oh. Salut. Sean Connery, alias James Bond, Opération Tonnerre, mardi 20h50 sur TF1. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Téléfoot spécial viennoise, suite avec Jean-Michel, la deuxième mi-temps de cette Autriche-France, 19e du nom. Ça me semble d'une logique implacable. Alors, les images immédiatement de cette seconde période avec un corner de Franck Sauzet. Gérard, vous aviez travaillé ce genre d'action, peut-être au premier poteau prolongé? On a 2-3 combinaisons, dont une au premier poteau. Oui. Mais sur cette tête prolongée de Emmanuel Petit, Wolfart s'interpose, donc pas de problème pour la défense autrichienne. Et puis le côté gauche va bien fonctionner avec Lissarazu Gravelaine.
Un manque de spontanéité de Xavier qui tarde un petit peu à centrer et qui s'emmène les crayons. C'était l'occasion du centre en retrait, l'arme absolue qui n'est pas venue. Une tentative de grand pont de Cuboer. Là, Bernard Lama, vous avez un petit peu hésité ou vous avez senti le coup? Non, j'ai hésité un peu au départ, mais dès que j'ai vu que le ballon était un peu long pour lui, j'y suis allé. Et puis le tournant du match, un ballon de Pickel intercepté par Emmanuel Petit. Passe de Xavier Gravelaine. On lève les bras du côté autrichien, tel le matador qui évite le taureau au ras des cornes. Jean-Pierre Papin évite les mains de Wolfhard. Regardez, c'est Schinkels qui va apparaître. Il a le bras levé à gauche, vous le voyez, mais c'est lui qui avait mis Jean-Pierre Papin en jeu. Il le tente au tout dernier moment, son crochet extérieur. D'où vous étiez, Bernard Lama, vous avez senti qu'il passait ou qu'il pouvait être arrêté là? J'ai eu un peu peur qu'il soit arrêté, mais je crois qu'il a fait une feinte de corps qui a déstabilisé un peu le gardien avant. Alors il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions de but pour la France. La première, c'est la bonne. Ici, il panique sur ce centre de Jocelyn Ngoma. Hartner est tout près de tromper son gardien. La rentrée de Patrice Loco va s'avérer judicieuse car ici, il va récupérer un ballon. C'est un joker intéressant, hein, Gérard, Patrice Loco. Il entre vite dans le match. Des bons coups d'accélérateur aux attaques en plus. Superbe frappe de Franck Sauzé. Si elle est dedans, c'est pareil, mais elle n'est pas dedans. Et c'est Wolfhard qui l'arrête. Montée de Cuboer. Là aussi, pour la première et la seule fois, Tcherny, le jeune attaquant autrichien, va gagner son duel face à Bicente Lizarazu. Propos à vif et à chaud. Qu'est-ce que vous dites là? L'action, au départ, on était pratiquement devant le but autrichien et Jean-Pierre Papin allait vers le but. Et il y avait Jocelyn Ngoma à côté de lui qui ne lui dit pas que les Autrichiens reviennent sur lui. Et bon, c'est notre gros problème. On a des manques de communication comme ça, un petit peu stupides, qui peuvent nous coûter presque des gros bobos, quoi. Alors Laurent Blanc, vous n'avez pas beaucoup parlé, quelques flottements, un petit moment de panique là dans la défense. Non, sur cette action-là, c'est Emmanuel Petit qui remet en jeu Poster. Autrement, je crois que Poster est en position de hors-jeu, mais c'est Emmanuel Petit du bout du pied qui le remet. Ce sont les dernières émotions pour les joueurs et pour le banc de touche, et pour les spectateurs et les téléspectateurs aussi. Là, pas très bien joué le coup, semble-t-il. Vous êtes en supériorité numérique. On a enterré le ballon. On a enterré le ballon. Ça se termine par un tir de Corentin Martins. Et le but de Papin vaut de l'or. But de Papin sur une passe de Xavier Gravelaine. Qu'est-ce qu'on en pense de l'entente Papin-Gravelaine? Je crois que c'est la première fois vraiment qu'on jouait avec Xavier devant. Simplement, il faut retenir qu'une chose, c'est que le ballon de but, c'est lui qui me l'a donné. Et je crois que ça, c'est très bon augure pour la suite. Et comment vous l'avez trouvé, Xavier? Xavier a fait un bon match. Il avait un adversaire très, très difficile sur le dos. Et je crois qu'il s'en est bien sorti. Alors ce but, il vous rappelle bien sûr un autre but capital, celui donné par Christian Pérez lors du match contre la Tchécoslovaquie. C'était à Bratislava et à l'arrivée, le buteur s'appelle également Jean-Pierre Papin. Là, il tombe sur les genoux. Là-bas, il est tombé sur les fesses. France 8, Bulgarie 6, Suède 6. Voilà le classement actuel. L'équipe de France a joué 5 matchs, en a gagné 4, a perdu en Bulgarie. Alors la question traditionnelle, Gérard, est-ce que votre contrat est rempli? Ouais, il sera rempli après la Suède. On fera un deuxième bilan après la Suède. Le premier bilan, c'était en décembre, puisque j'avais dit en décembre que je souhaitais qu'on ait au moins 4 points. On était dans une période difficile, rappelez-vous. Et une fois cette période difficile, on aurait une période aussi difficile, mais compte tenu de la reconstruction de l'équipe, on pourrait peut-être avoir d'autres ambitions et un autre style, ce qu'on est en train de faire, parce que ce que je remarque, c'est surtout que l'équipe est en train de gagner en maturité. Elle a joué d'une certaine manière en Israël, elle a joué d'une autre manière ici. Elle commence à être une équipe tout-terrain, accrocheuse, parfois plus habile, plus technique, comme elle est sortie à 2-3 reprises. Et donc je pense que l'équipe a d'autres qualités, d'un autre visage, et que
Eh bien, on est à 8 points à mi-parcours. Essayons de faire aussi bien, on sera aux États-Unis. Alors, quand on parle mathématiques, là, c'est l'aspect point. Mais on va parler aussi peut-être de l'aspect psychologique. Est-ce que vous sentez une évolution dans le groupe et dans le jeu? L'évolution est surtout d'abord au niveau individuel, parce que je crois que les joueurs, même certains sont encore qu'à 60%, mais les joueurs ont repris confiance en eux-mêmes, ça c'est important. Moi je pense qu'ils sont capables de grandes choses, ils l'ont fait en Coupe d'Europe avec leur club, ils sont capables de le répéter avec l'équipe de France. Elle est aussi au niveau collectif, parce que même si on a de meilleurs joueurs, par exemple même que les Autrichiens, on est capable de jouer en équipe. Et puis elle est aussi sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'unité, sur le plan du plaisir qu'on a à travailler et à être ensemble. Et c'est cette dynamique, probablement, qui, à mon avis, nous soutiendra pour le reste du parcours. Gérard, vendredi, je vous ai demandé quel était votre objectif à Vienne. Et vous m'avez dit, ça, c'est un secret. Alors, est-ce que la victoire était au programme? Oui. Oui, parce que notre objectif, c'est de prendre 6 points sur 6. Mais on nomme pas... C'est le type d'objectif qu'on n'ose pas avouer sur le plan public, parce que c'est quelque part manquer un peu de respect pour l'adversaire ou lui donner une motivation supplémentaire. Gérard, la prochaine question vous est posée par un téléspectateur. Michel Briand de Saint-Grégoire. Une question pour Gérard Houllier. Les dernières minutes ont montré ce que pouvait apporter la présence d'un troisième attaquant. Pourquoi alors joue-t-on pratiquement tout le match avec 9 défenseurs? Ouais, mais enfin, j'ai joué presque avec 10 attaquants, parce que quand on avait le ballon, tout le monde soutenait, tout le monde appuyait. Et même en fin de match, j'ai substitué Gravelaine par Loco et fait rentrer Corentin Martins à la fin. Enfin, ça, ce sont pas des... Ce qui m'intéresse, c'est la dynamique de l'équipe, l'équilibre, et je cherche pas à mettre... Si je mets 9 attaquants, je vais perdre le match. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Je gère l'équilibre et le résultat de l'équipe. Je sais d'où on vient, je sais où on va, et je sais comment on peut y aller, ça me suffit. Didier Deschamps, après le match, vous nous avez dit je peux rejouer un match comme ça. C'était aussi simple physiquement? Non, il y avait beaucoup d'engagement, mais bon, c'est vrai que c'était pas un match très soutenu, quoi. Je pense qu'il y a eu des périodes fortes où il y a eu beaucoup d'engagement, dans les duels notamment. Mais au niveau des efforts, c'est vrai qu'on a répété moins de courses dans le match par rapport à certains matchs internationaux. Une question cette fois pour Bernard Lama. François Brugnone, illustre. Alors bonjour, je voudrais poser une question à Bernard Lama. Alors je voudrais savoir quels sont ses rapports avec Bruno Martini. Et puis je voudrais passer aussi un grand bonjour à Jean-Michel et à Thierry. Au revoir, gros bisous. Tout à fait. Non, les rapports avec Bruno sont bien corrects. Nous sommes tous les deux des professionnels et en tant que tel, on se respecte. L'homme du match, c'était Laurent Blanc. On va voir des images autour de lui, notamment avec des premières images de la relance. Car quand il y a un bon relanceur, eh bien tout est simple, ça va très vite. Regardez l'action autrichienne en début de partie. Et Laurent Blanc va intervenir rapidement et sans contrôle. Il a vu rapidement qu'il fallait relancer et hop, ça repart à 100 à l'heure. Sauzet va pouvoir relancer la machine et au total, ça fera une des meilleures actions françaises du départ de cette première mi-temps avec Jocelyn Angloma qui malheureusement pour l'équipe de France n'ira pas jusqu'au bout. La relance, c'est sans doute le point fort de Laurent Blanc avec de longues passes de 30, 40 mètres. Ici encore un ballon pour Jocelyn Angloma. Et puis des actes plus défensifs peut-être avec un placement toujours impeccable, placé au centre de la défense. Il intervient de la tête une première fois. Et puis il est intervenu de nombreuses fois de la tête pour couper des trajectoires, toujours avec un placement idéal. Laurent, vous m'avez dit tout à l'heure, pour moi c'était presque un match facile. C'est pas l'impression que ça donne en tout cas. Non, vous savez, la position des libéraux donne toujours cette impression-là. Parce que bon, on est l'homme libre et dans nos interventions, on est souvent tout seul. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est plus facile que d'autres, parce que les autres sont à la lutte toujours avec un adversaire pratiquement. Laurent, une question pour vous, elle est posée par un téléspectateur. Michel Quindry, Lisieux. Question à Laurent Blanc. Ne se sent-il pas orphelin, lui si brillant dans l'équipe de France, et étant le seul joueur à ne pas figurer dans une grande équipe de notre championnat? Bonne question. Il a la voix de Giroud d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. La voix de Giroud. Ouais. Non, c'est vrai que je prends plaisir, un énorme plaisir à regarder les Coupes d'Europe la semaine, avec un petit peu un petit regret, mais bon,
Je crois que j'ai fait un choix, il faut l'assumer, il faut y faire face. Et je crois que bon, avec mon club, on éprouve pas mal de difficultés en ce moment, mais je crois que tant qu'il y a un espoir, il ne faut pas le lâcher et il faut essayer de le saisir. Dites-moi Laurent, vous avez reconnu Giroud, vous l'avez quelquefois... Non, la voix de Giroud. Vous l'avez quelquefois au téléphone, Giroud? Non, jamais, j'ai pas son numéro. Je croyais. Justement, à propos de votre avenir, nous en avons discuté hier dans l'avion du retour. Il semble que vous ne soyez pas vraiment fixé pour ce qui va se passer l'année prochaine et la saison prochaine, c'est demain pratiquement. Bon, pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas fixé définitivement, mais je crois qu'avec l'expérience que je peux avoir dans ce domaine-là, je crois que tout ce qui est dit au mois de mars n'est pas forcément la vérité et ce n'est pas forcément ce qui se passe au mois de juin. Alors l'année prochaine, c'est Naples ou Marseille? Sincèrement, je crois que dans le mois qui va venir, il y a beaucoup de choses peut-être qui vont s'officialiser et qui vont s'éclaircir. Didier Deschamps, j'ai l'impression que vous n'allez pas aimer la prochaine question. Cambillo Eric, Saint-Mitre, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, bonjour, je voudrais poser ma question à Didier Deschamps. Alors, je voudrais savoir si les rumeurs de transfert perturbent le groupe marseillais et si éventuellement Didier Deschamps était contacté par un grand club italien, ça l'intéresserait. Merci. Très bonne question. Il y a pas mal de rumeurs qui courent en ce moment, mais disons que l'équipe de Marseille, on a tellement d'objectifs intéressants, notamment avec une possible finale de C1, une deuxième en 3 ans, et puis un 5e titre de champion à décrocher. Donc je crois qu'on est tous concentrés là-dessus. Et puis bon, on verra en temps voulu s'il y a des possibilités qui s'offrent aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Mais quant à moi, j'ai un contrat jusqu'en 94 avec l'OM, donc je ne me soucie pas de mon avenir pour le moment. C'est-à-dire que vous comptez rester à l'OM la saison prochaine, en clair? Oui, j'ai un contrat jusqu'en 94, donc je ne verrai pas pourquoi je quitterai l'Olympique de Marseille dès cette année. Question pour Bernard Lama. Grégory Preuss, Vincennes. En quelle année Serge Lama a-t-il commencé sa carrière de foot? De chanteur. Je ne sais pas si Serge a déjà joué au foot. Moi, je n'ai pas encore chanté en tous les cas, mais j'ai commencé à jouer en première division en 1984. Non, la carrière, c'est-à-dire, je crois, Montjoly, hein, Bernard? Ah, Montjoly, c'est loin. Je devais avoir 12-13 ans, quoi. Il y a 16 ans de ça, quoi, à peu près. Alors Eric Cantona et David Ginola étaient suspendus pour ce match en Autriche, mais Gérard Houllier avait tenu à ce qu'ils viennent, qu'ils participent à la vie du groupe, et c'est très bien. Ils étaient là, ils sont venus, et Marianne Macot était avec eux, les suivants pas à pas. Quelle chance. Tu as vu la différence qu'il y a que de jouer à l'extérieur et à la maison par le public? L'équipe autrichienne, ils jouent à l'extérieur et... Quel bon joueur le 10. Allez Jean-Pierre, allez Jean-Pierre. Aïe aïe aïe. But. Oh putain, bien joué. Bien ça allait. Grand match il fallait. Il joue en Espagne, on peut le faire, non? C'est joli. Allez Jean-Pierre, allez va au bout. Oh! Il sort jamais le carton. Ouh! On souffle. C'est à mi-temps. Ça redouble. Ça redouble. Il y a le blizzard qui arrive. Bien. Avant le match en plus, Jean-Pierre. Mais t'inquiète pas, je marque. Ils peuvent pas marquer les Autrichiens, les mecs. C'est impossible. Vas-y, va Lisa sur ton côté, va. Jamais ça siffle. C'est l'arbitre de PSG Madrid. Il a fait jouer 10 minutes. Une demi-heure, on va être dans l'avion. J'ai trouvé une équipe sérieuse. Vraiment sérieuse, bien organisée, que c'est pas affolé. Le sport français est en progrès, le football français est en progrès, on est tous en progrès. On va aller loin, très loin, on espère. Aux États-Unis, ça fait loin. Hein. Merci. Allez.
Il est vraiment exceptionnel. Vous avez... Ils étaient avec leurs épouses et vous avez remarqué que celui qui parlait le moins des quatre, c'était vraiment Éric Cantona. Gérard, une question. S'ils avaient été disponibles, l'un était suspendu, enfin les deux étaient suspendus, est-ce qu'ils auraient pu jouer? Est-ce qu'ils auraient été titulaires? Allez, très franchement, oui. Très franchement, oui. Pourquoi? D'abord, Éric est en grande forme. Je l'ai encore vu récemment à Manchester. Et puis pour moi, c'est un pion indiscutable de l'attaque. Et David, actuellement, est en grande forme aussi. Il ne faut pas... Bien sûr. Mais ils ont suivi ça avec beaucoup de cœur. Et la force de cette équipe, c'est aussi ça. Hein, c'est d'avoir justement un ensemble de joueurs qui, quelquefois, est capable, disons, de pallier une absence. L'un sort, l'autre rentre. Il y a quand même le même rendement. Autre absent, mais pour cause de blessure, celui-là, le défenseur marseillais Basile Boli, il a des problèmes avec un genou. Il y a même des bruits assez alarmants qui circulent concernant ce genou. Réponse de Boli avec Christian Jean-Pierre. Basile Boli a suivi Autriche-France devant son poste de télé. Opéré le 2 mars du ménisque du genou droit, Boli a repris la compétition trop tôt. Cette semaine, une inflammation l'a contraint à prendre une sage décision. J'ai déclaré forfait en équipe de France parce que j'étais à 60%. Et je pense que pour représenter la France dans une compétition telle que la Coupe du Monde, il faut être à 100%. Le 25 février dernier, lors du choc Monaco-Marseille, Basile Boli s'effondre, lâché par son genou droit. Cette blessure qui, il y a 5 ans, nécessitait 1 mois d'arrêt, sera traitée à la vitesse grand V. Opéré à Marseille par le professeur Franceschi début mars, Boli est sur pied 15 jours plus tard pour affronter le CSKA Moscou. Explication. Le système de l'arthroscopie, qui est une intervention qui ne nécessite pas une grosse anesthésie, qui ne nécessite pas une grosse immobilisation, a permis justement, grâce à certaines techniques post-opératoires aussi, d'aller beaucoup plus vite. Par excès de précipitation, Boli a raté Vienne, mais sera présent face aux Glasgow Rangers. Je pense que bon, le 7, je serai là. D'abord, contre Saint-Etienne, je vais être là la semaine prochaine. Et le 7, je pense que je pourrais faire partie de l'équipe. Le défenseur marseillais n'a plus le droit à la moindre erreur d'appréciation en ne jouant pas hier soir. Il en a déjà évité une. Basile Boli, donc présent pour jouer les Glasgow Rangers et bien sûr présent si Gérard Rouillet l'appelle à la fin du mois d'avril pour jouer contre la Suède. Il n'y avait pas de championnat évidemment, France-Autriche oblige cette semaine. Alors pour le top but, nos amis les lecteurs de François ont choisi un but marseillais, un but signé Boxix, c'était contre Nantes, au stade de la Beaujoire. Beaucoup de sang-froid de la part du Croate et un joli lob sur Marot. Est-ce que ça rentre ou ça rentre pas dans le top but? Pascal Pro. En tout cas, si ça rentre, le but de Boxix n'est pas en 5e position, puisque la 5e position est toujours détenue par Pascal Baez, la chevauchée fantastique au centre de la défense nîmoise. C'est le 5e but pour lequel les lecteurs de François ont voté. Si le but de Boxix rentre, il n'est pas non plus 4e Chamblot, qui inaugure le récital des reprises de volée, puisqu'à la 3e place, on retrouve une sorte de chef-d'œuvre, la reprise de volée de Philippe Bercreuis. On lève le suspense, le but de Boxix n'est pas rentré, puisqu'en la 2e place, nous retrouvons la volée de Dugarry. Et à la 1re place, pas de changement, toujours une volée, une autre, alors que Christophe Dugarry marque à Strasbourg. La dernière volée, elle est également à la 1re place, elle est signée Bancarel pour Toulouse. Le top but donc et tous les invités qui sont venus nous rejoindre pour ce numéro de Téléfoot. Et tout d'abord, l'AS du Chêne et de Vélizy, ce sont des pupilles qui organisent le 19 et le 20 juin 93 un tournoi international de jeunes. Le Paris Saint-Germain, les minimes 2e année. Vous pouvez vous manifester, messieurs, hein, vous avez le droit. L'AS Mantes en jaune et bleu des moins de 15 ans. Le club athlétique de Mantes, jaune et noir, moins de 11 ans. Le Sporting Club Sauvian des minimes en rouge et blanc. Et le Football Club L'Espignan des pupilles en vert et blanc. Merci à tous d'être venus et bravo
On va marquer une nouvelle pause pour le plaisir, les débuts remarqués, même s'il n'est pas resté longtemps sur le terrain, de Corentin Martins, l'Auxerrois, qui a effectué ses premiers pas sous le maillot bleu. Pour le plaisir, Vincent Hardy, une page de pub et on revient pour la fin de Téléfoot. Pour le plaisir, hommage à Corentin Martins. Il reste 3 minutes à jouer. Gérard Rouillet fait appel à l'Auxerrois pour remplacer Franck Sauzet. À 23 ans, l'ancien Brestois fête sa première sélection. Le bleu des bleus, hier, à Vienne, c'était lui. Pour vous, 1880, le parfum pour homme de Nino Cerutti. Get on up, get up, get on up. L'eau, l'air, la vie. 5, 4, 3. Wait, what's that red light? Yeah, yeah, got my mind made up and I know what I want. Got my mind made up. Dig it. Feels good. Ta réunion s'est bien passée? Non, plutôt mal. Alors c'est ta partie de golf qui t'a mis en forme. Tu sais bien que je joue le jeudi. Tu pensais à quelqu'un d'autre? T'es folle. Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? J'ai essayé une nouvelle voiture. Tu sais quoi? Quoi? Tu devrais l'acheter. Volvo 850, la plus méditerranéenne des Suédoises. Voici un cas de Nestlé. Un cas. Laissez-vous envoûter par toute la force, toute la puissance du grand chocolat. Un cas de Nestlé pour les adorateurs du grand chocolat. Ryobi. Faire mieux que les autres. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Si vous le voulez bien, nous allons faire une expérience. Nous versons dans une éprouvette du gasoil normal, je le vois bien. Exactement madame. Et regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Ben ça mousse. Eh oui, ça mousse. Regardez comme ça déborde. C'est sale, hein? Et puis ça pue. Très juste. Ça cocotte. Eh oui, oui, ça sent pas bon. Et maintenant, versons de l'Esso Diesel Plus. Qu'est-ce qui se passe? Ben il y a moins de mousse, quoi. Et puis ça sent presque bon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Mais monsieur, avec un gazole comme ça, vous allez carburer sans problème, vous allez voir, vous allez voir. Esso Diesel Plus, votre nouveau gasoil. Eh bien, retour sur le court central de Roland-Garros où Jimmy Connors nous offre un tennis de très haut niveau. Il monte au filet. Une volée fantastique, sacré Jimmy. Maintenant, à vos consoles. Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open. En simple ou en double, Jimmy Connors sur Super Nintendo, NES et Game Boy. Jimmy Connors, c'est top! Pourquoi changer vos amortisseurs chez Midas? S'ils sont garantis 5 ans, c'est qu'ils sont bons. Et moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Ou pour elle. Midas, on n'est pas premier pour rien. Stress, pollution. Votre cuir chevelu est agressé, desséché, démangeaison. Et demain, chute de cheveux. Aujourd'hui, Petrolane crée la lotion Hydra rééquilibrante. En massage, elle maintient l'hydratation du cuir chevelu et ralentit la chute des cheveux. Résultat, un cuir chevelu sain pour des cheveux plus forts. Lotion Hydra rééquilibrante Petrolane pour garder des cheveux plus forts, plus longtemps. Quand j'aime un homme, j'aime tout.
un mouvement de cou, une nuque. Physiquement, ça vous met en transe. Ce qui est en fait merveilleux, c'est les regards qui se croisent. J'aime cette idée et en même temps, elle me fait peur. Quand on aime quelqu'un passionnément, il faut savoir jouer tous les jeux de l'amour. Mordre et griffer. Je n'en suis pas encore là. Voyage au bout de la séduction pour Ariel Dombal. Faut pas rougir, lundi 23h10 sur TF1. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Il y avait des matchs européens éliminatoires de la Coupe du Monde mercredi dernier. Beaucoup de buts ont été marqués. Nous en avons choisi quelques-uns importants à plus d'un titre. L'Italie tout d'abord, but de Signori. C'est un but marqué contre Malte. L'Italie a gagné par 6-0. Avec notamment 2 buts de Mancini. Pendant ce temps-là, les Pays-Bas recevaient San Marin. C'était le match des extrêmes. Et les joueurs de San Marin n'ont vraiment pas été heureux, puisque déjà les Pays-Bas étaient forts et ils ont réussi à même se marquer un but contre leur camp. Victoire des Néerlandais, privés de Gullit, de Van Basten et de Rijkaard, 6-1. Et puis la surprise, elle est venue de Limassol. On connaît. Chypre recevait la Tchécoslovaquie. Superbe but de Moravchik. On croit les Tchèques partis pour un large succès. Eh bien, c'est mal connaître les progrès de l'équipe chypriote, surtout sur son terrain. Là aussi, on connaît les Chypriotes qui, en deuxième mi-temps, vont égaliser, obtenant un surprenant match nul, un but partout. Et il y a presque 5 ans, c'était au mois d'octobre 1988, l'équipe de France était elle aussi tenue en échec à Chypre. Un match qui allait coûter sa place au sélectionneur d'alors, Henri Michel. Henri Michel, depuis, a acheté un portefeuille d'assurance. Il a donc quitté le monde du football, ce qui n'a pas empêché Hervé Matou de le retrouver pour lui poser notre traditionnel oui-non. Henri Michel, est-ce une partie de la presse qui est responsable du push qui vous a coûté votre place de sélectionneur? Oui. En voulez-vous à Michel Platini de vous avoir pris votre place? Non. Le président Fournet-Fayard qui vous a limogé, a-t-il été manipulé? Oui. A-t-il été faible? Oui. Vous lui en voulez? Non. Gérard Rouillet est-il meilleur sélectionneur que vous? Joker. Les dirigeants de Canal+ ont-ils eu tort de vous virer du nouveau PSG? Oui. Vous leur en voulez? Non. Dans un cocktail, vous croisez Eric Cantona, vous lui serrez la main? Oui. L'absence de Cantona a-t-elle handicapé la France hier soir? Oui. Bernard Lama est-il le meilleur gardien français? Oui. Roche, Blanc, Le Guen. Si vous êtes sélectionneur, ces 3 joueurs sont sur le terrain contre l'Autriche? Oui. Xavier Gravelaine a-t-il été bon hier soir? Non. Le monde du football est-il plus pourri que celui de l'assurance? Non. Reviendrez-vous dans le monde du football? Oui. Avez-vous menti au cours de cette interview? Non. Vous aurez compris, c'est un oui-non qui a été fait juste après le match d'hier au soir. Et pour les morceaux choisis, eh bien, on va voir quel a été le résultat. Il n'y a pas photo en ce temps d'élection. Regardez, France-Pays-Bas 82, un match important avec 54% devant la Yougoslavie 86 et la Bulgarie 78. C'est donc France-Pays-Bas. C'était un match capital mais pas décisif car après ce match-là, il y avait une victoire impérative à remporter contre l'Islande, mais il fallait l'emporter d'abord contre les Pays-Bas. Eh bien, ce match-là, c'est Philippe, oui, qui nous en rappelle les principales actions. 18 novembre 81, la France accueille les Pays-Bas au Parc des Princes avec comme enjeu une place pour le prochain mondial qui aura lieu en Espagne.
Les joueurs de Michel Hidalgo doivent impérativement gagner pour se qualifier. En première période, ils dominent. Malheureusement, ils ne parviennent pas à marquer. Et à la mi-temps, les Coqs ne sont pas trop fiers et ne goûtent qu'à moitié l'humour féroce de l'arbitre monsieur Garrido. Heureusement, en deuxième période, tout va nettement mieux. Giresse, allez, c'est là qu'il faut accélérer. Ah, là, une faute. Ah, quand même. Là, il a sifflé une faute sur Platini. Faute de Nischken sur Platini et un bon coup franc. Et Michel Platini, maître artilleur cette fois-ci. Sur le mur. Dans le mur. Et une main. Oui. Oui. Faute de Van de Corput, un peu avec l'épaule. Et un peu avec le bras. Deuxième chance pour Platini. Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel. Oui, Michel. Oui, Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique. Marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie. Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel. On le voit sous un autre angle. Je le sentais ce coup franc. Ah, il est beau, hein. Sur magnifique. le petit filet. Impeccable. Les Français ont pris une option sur la qualification, mais méfiance face à une équipe qui compte quelques-uns des héros des deux précédentes Coupes du Monde, comme Kroll, Niskens ou Rep. Bernard Lacombe laisse passer une occasion, mais 82e minute, soulagement enfin. Là, on revient à un coup franc, car Van Koten avait chargé Jean Castaneda alors que celui-ci avait le ballon dans les mains. Jean Gigny a poursuivi de la tête pour Rocheteau. Rocheteau. Six. But. Oh, quelle est belle entre Six et Rocheteau. Magnifique but réussi par Didier Six sur cette remise de Rocheteau. C'est du grand art. Et là, je crois que maintenant, c'est fait. Il reste 8 minutes à jouer avec 2-0. On peut dire que maintenant, l'équipe de France a les deux pieds en Espagne pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et c'est ce qu'on lui demandait. Qui va garder le ballon? C'est fini, nous sommes en Espagne. Alors que monsieur Garrido voulait le ballon, mais que c'est Tigana qui part avec le ballon sous son maillot. Dernière image souriante avant la grande aventure du Mondial 82. Et le dernier match à gagner, vous aurez rectifié de vous-même, c'était pas contre l'Islande, c'était contre Chypre. Oui, et ils l'ont gagné et ils sont donc partis à la Coupe du Monde 82. En cette journée électorale, Pascal Pro, vous avez eu un petit trait de génie, vous nous avez gratifié d'un mini-gag. Un trait de génie. On m'a demandé simplement aux joueurs de l'équipe de France s'ils rêvaient d'être ministre et quel était le ministère qu'ils voulaient occuper. Des réponses amusantes. Ministre de quoi? Je crois que je serai ministre des Sports. Ministre des cidreries au Pays Basque. Les cidreries, ce sont en fait, c'est un endroit où on fabrique du cidre et en même temps, c'est un endroit où on mange des plats typiques au Pays Basque. De la Bretagne ou de la mer peut-être. De la culture? Pourquoi pas? De l'agriculture. Parce que je suis issu de la campagne et je m'intéresse à tous ces problèmes. Vu que j'ai de la famille qui travaille dans l'agriculture, c'est vrai que je suis un petit peu en émoi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. A priori, je pense que ce serait le ministère des Sports. Ministre de quoi? Des Finances. Premier ministre. Ministre des Finances. Et puis j'abolirai les impôts à 20% au lieu de 58%. On leur souhaite. Et vous, Thierry, vous voudriez être ministre de? Premier ministre, comme Didier. Il n'y a qu'une place. Gérard Rouillet, on va conclure cette émission. On va la conclure sur un mois de mars et notamment une dernière quinzaine fantastique. Vous êtes le sélectionneur, vous êtes aussi et d'abord le directeur technique national. Je pense que ce résultat d'ensemble, Coupe d'Europe plus équipe de France, c'est le résultat d'un travail et c'est fantastique. C'est le résultat du travail des clubs qui se sont, à mon avis, très professionnalisés, le résultat des progrès des joueurs, parce que ce sont les joueurs qui font les résultats, qui abordent la compétition maintenant, et en particulier les Coupes d'Europe, sans complexe, et avec la ferme intention d'aboutir, c'est-à-dire d'en gagner une bientôt. Alors merci Didier, Laurent, Bernard, pas Serge et Gérard, et puis bonne chance dans un mois pour France et Suède.
France-Suède, qui, Gérard Rouillet nous l'a confirmé, aura donc lieu à Paris sur une nouvelle pelouse qui, espérons-le, sera en parfait état. Merci à tous ces messieurs de nous avoir rejoints. Un rendez-vous pour la semaine qui commence. Eh bien, ce sera mardi en différé. Nous serons au stade Robert Diochon à Rouen, où le FC Rouen recevra l'Olympique de Marseille à l'occasion de la Coupe de France. Un match très attendu, même si le FC Rouen est en 2e division. Diochon sera plein et ça devrait faire du bruit en Normandie. Bon dimanche, votez bien, bonne semaine et à la semaine prochaine. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir.